Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. 650 000 personnes en France sont atteintes d'autisme. Ça représente quand même une naissance sur 150 et pourtant ce handicap est encore très mal connu du grand public. Alors stop aux idées reçues sur l'autisme. À l'occasion des journées de l'autisme qui se déroulent jusqu'au 4 avril à Saint-Martin-des-Champs, nous recevons Pascal Planche. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en psychologie du développement à l'Université de Bretagne occidentale et chercheur au CREAD. Et à vos côtés, Armel Urien, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Asperanza qui sensibilise sur l'autisme et notamment sur le syndrome d'Asperger. C'est ça. Voilà. Alors, quelle est la pire idée reçue sur l'autisme qui persiste encore aujourd'hui? La question est pour tous les deux. Alors moi je dirais de penser qu'un enfant avec autisme est forcément un enfant complètement enfermé dans sa bulle, qui n'a aucun contact avec l'extérieur. C'est totalement faux, d'abord parce qu'il y a différents types d'autisme et d'autistes. Donc il faut oublier ça. La réponse est la même, Armel, pour Tout à fait. Bon, on en parle ensemble, de toute façon, on détaille tout ça ensemble tout à l'heure. En plateau également Christophe Boucher. Bonjour Christophe. Des maths polis. Ah, en breton. Non, alors voilà, je vais apprendre le breton. C'était hier. Voilà, c'était hier, ce sera peut-être plus tard aussi. Et comme chaque mardi, vous nous parlez d'éco et aujourd'hui, on saura tout sur les franchises. En breton? En français. En français, égalec. Bonjour Pauline, oui, alors au-delà de cette relation qui nous unit tous les deux, la franchise, une relation professionnelle aussi, et c'est aussi la franchise un bon moyen, en s'adossant à des marques déjà existantes, de créer des emplois en limitant les risques par rapport à la création d'une entreprise classique. Vous nous dites tout ça, ce sera tout à l'heure dans l'instant éco. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 31 mars. Les petites entreprises veulent elles aussi être présentes sur le web pour les aider dans leur développement numérique. Le salon Solutique se tenait ce lundi à Brest et Guy Abalin est allé y faire un petit tour. En venant ici, Gaëlle Goisduf, bijoutière à Plabennec, a une petite idée derrière la tête. Depuis quelques mois, elle y pense. Aujourd'hui, elle se lance. Pour sa boutique, elle veut une deuxième vitrine, mais une vitrine sur le net. Je commence à prendre quelques contacts là avec des entreprises là. L'affaire existe déjà depuis 60 ans, donc elle est un peu connue, mais pour être un peu au goût du jour quand même, parce que c'est important maintenant d'être sur Internet. Voilà, je me sens un petit peu obligée d'avancer. Comme Gaëlle, ils sont environ 300 entrepreneurs à avoir répondu à l'invitation de la CCI et de la Chambre des métiers, qui chapeautent depuis 5 ans ce salon et des actions toute l'année pour tous ceux qui veulent se tourner vers le web. Nos entreprises au niveau local, si elles veulent également se développer, se faire connaître, il faut qu'elles puissent aller sur le web. Comme aujourd'hui elles communiquent par flyer, par papier, la communication sur Internet est également importante aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser ces usages et de donner la bonne information aux chefs d'entreprise pour pouvoir développer leur entreprise et augmenter leur chiffre d'affaires. Des professionnels parfois un peu perdus face au web et qui peuvent peut-être faire des mauvais choix. C'est aussi l'intérêt de ce salon, avec des experts présents pour leur expliquer les enjeux et les pièges de chaque choix, comme par exemple pour la vidéo. Quand vous avez une vidéo sur votre site internet et que vous avez par ailleurs fait le travail de référencement correctement, vous avez 50 fois plus de chances d'être en première page de Google. Et aujourd'hui, quand on cherche un prestataire, on passe quand même beaucoup par Google. Donc c'est une façon d'être visible. Donc c'est effectivement très important. Les questions, c'est essentiellement par rapport à quels sont mes objectifs de communication, quelle cible je veux toucher, éventuellement est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas communiquer. Et puis on se pose aussi des questions sur quelle est l'image que je veux faire passer, quelles sont les valeurs de mon entreprise et ce que je veux vraiment faire passer comme message à mes clients ou à mes cibles. Mais comme le web ne se limite pas à l'image, sur ce salon, les TPE, PME et PMI pouvaient trouver également des solutions de gestion de stock connecté ou d'e-commerce. Gros chamboulement dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Brest. La cause du mycélium, un champignon qui s'attaque aux œuvres du musée brestois. Alors un plan de sauvegarde de plus de 500 000 € est mis en place. Les explications avec Camille Pochet. Un champignon ronge les toiles du musée des Beaux-Arts de Brest. Dans cette réserve, on a 714 œuvres qui sont concernées par cette contamination, même si la plupart d'entre elles n'ont pas de traces visibles. En fait. La lutte contre cet organisme, appelé mycélium, s'organise. Ça se fait en plusieurs parties, mais ça commence d'abord par un dépoussiérage complet en fait, de l'œuvre, et ensuite un traitement antifongique à base d'une solution qu'on va appliquer par pulvérisation sur l'œuvre, et donc qui va permettre de détruire les moisissures et d'empêcher leur redéposition.
Après ce traitement, les œuvres devront être restaurées. Le champignon les atteint irrémédiablement. Le dispositif mis en place a un coût, pris en charge par la métropole brestoise, la région et le ministère de la Culture. Nous avons plusieurs enjeux. La rénovation des réserves, c'est un budget de 300 000 €. Auquel il faut ajouter tout le traitement du sol, en fait, de l'ensemble du sol, qui est nécessaire, qui a été identifié comme étant absolument nécessaire, qui est à hauteur de 270 000 €. Donc nous avons 570 000 € pour ce qui relève des murs et du lieu, du musée, et puis auquel ensuite il faut ajouter le traitement des œuvres en elles-mêmes, une fois les travaux réalisés, le champignon, donc pour 70 000 €. C'est d'abord la remise qui sera traitée, puis les toiles seront nettoyées et restaurées. Fin de l'opération en 2017. Direction maintenant le lac de Guerlédan, dont la vidange a commencé il y a près d'un mois maintenant. Les vannes au fond du barrage seront ouvertes en avril. La SEC sera alors complet. Mais comment s'y prépare la ville de Saint-Aignan? C'est la seule commune riveraine du lac dans le Morbihan. On regarde le reportage de Céline Lestrade pour TB Sud. Ils sont déjà nombreux à venir faire les curieux aux abords du lac de Guerlédan. Les derniers week-ends, des milliers de voitures sont venues s'approcher au plus près du lac. Du jamais vu, selon Christophe Le Henanf, chef cuisinier du restaurant Merlin les Pieds dans l'eau, qui bientôt ne les aura plus vraiment. L'organisation, on l'a mise en place déjà depuis plus d'un an avec mes collègues. Donc on va mettre des structures chapiteaux extérieurs et tout ça pour pouvoir accueillir des buvettes, des choses comme ça, pour pouvoir satisfaire tout le monde, parce que le restaurant ne suffira pas en lui-même. Ouais. Une chose est sûre, les records d'affluence seront battus. Les cars devraient arriver en masse à partir de mi-mai. Alors pour le restaurant morbihanais le plus proche du lac, l'occasion est trop belle pour mettre à l'honneur les produits du pays. Pour les gens qui remonteront du lac, qui voudront un petit casse-croûte ou une galette saucisse avec des produits un petit peu de la région aussi, qu'on va essayer de mettre plus en avant cette année, bien sûr. Du côté de la mairie, on est aussi prêt, enfin presque. Depuis 2 ans, Stéphane Lecause et son équipe travaillent sur le dispositif de communication et de sécurité. 12 hectares de parking seront mis à disposition des touristes. La SEC menace la forêt d'incendie sans compter sur la sécurité des promeneurs, tout en leur permettant de profiter du spectacle. Bref, cela fait beaucoup. Si je dors la nuit, mais quand je dors pas, c'est à ça que je pense, parce que faut reconnaître que c'est assez stressant. Il suffit de venir le week-end, là, déjà, ces temps-ci, même si le lac n'est pas encore sec, il y a plein de monde, il peut se passer pas mal de choses. Il faut voir le côté positif des choses. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de soucis aussi, c'est vrai, mais on va être sous les feux des projecteurs pendant 6 mois, même un peu plus, donc il faut en profiter. En 1965, il n'y avait quasiment personne pour la vidange du lac. En 1975, pas beaucoup plus. En 1985, 1 million de personnes. En 2015, ils seront encore plus nombreux. Alors, monsieur le maire délivre ses conseils. Déjà, je pense que le premier réflexe, c'est de se garer sur les parkings, à partir desquels il y aura un fléchage de mis en place pour indiquer quand se rendre au lac, tout simplement. Et je pense que le visiteur, on va dire, qui aime la randonnée, va pouvoir aussi découvrir des points de vue assez intéressants sur le lac. Et donc, il y a le lac en lui-même, c'est vrai, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour qui en vaut vraiment la peine. Le lac continue son assec, encore une bonne trentaine de mètres à vider avant qu'EDF ne réalise des travaux sur les vannes de fond. La prochaine vidange n'est pas encore programmée, mais elle pourrait être réalisée dans 60 à 80 ans. L'autisme existe sous plusieurs formes. Ces syndromes sont mal connus et cet handicap souffre de maintes idées reçues. À l'occasion des journées de l'autisme jusqu'au 4 avril à Saint-Martin-des-Champs, on clarifie les choses avec nos invités. Alors Pascal Planche, vous êtes donc professeur en psychologie du développement à l'Université de Bretagne occidentale. Armel Urien, vous êtes membre de l'association Asperanza. Alors votre association sensibilise en particulier sur le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Par quoi se caractérise ce syndrome ? Peut-être que Pascal peut nous éclairer sur le sujet.
Alors, tout d'abord, pour caractériser le syndrome d'Asperger, on va retrouver la triade classique des critères diagnostiques de l'autisme, c'est-à-dire une altération des interactions sociales, une altération de la communication verbale et non verbale, et des comportements très stéréotypés, intérêt restreint, comportements stéréotypés. Sur cette triade autistique qui est reconnue, qui fait consensus au niveau international, on va trouver des troubles associés, combinés de différentes façons, et ce qui va donner les tableaux autistiques différents. Dans le syndrome d'Asperger, on a donc cette triade, mais ni retard de développement cognitif, ni retard de langage. Donc, il y a un problème de communication en d'altération, société, mais d'interaction. Mais l'intelligence est impeccable, le QI est normal, voire dans certains cas supérieur. Et le langage n'a pas été retardé au départ. Ça veut dire que ces personnes-là sont souvent diagnostiquées tardivement, voire parfois jamais diagnostiquées. Il y a peut-être autour de nous des personnes adultes qui ont le syndrome d'Asperger, mais qui n'ont jamais été diagnostiquées, qu'on considère un petit peu étranges, avec des rituels, avec une pensée très séquentielle et très portée sur le détail, par exemple. Et le langage est aussi un peu particulier, au perché, parfois pédant, au formalisme excessif. Alors justement, Cléa Salin est morlaisienne. Elle vit depuis 25 ans avec le syndrome d'Asperger, mais l'a découvert assez tard. Cet handicap ne lui fait pas peur. Elle a réussi à l'apprivoiser et à l'utiliser pour s'exprimer. Julie Sicot est allée la rencontrer. Un coup de crayon sûr et un dessin qui apparaît en quelques minutes. Cette main si douée, c'est celle de Cléa Salin. À 25 ans, cette artiste, atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, se sert de ses talents pour s'exprimer. Je pense que me concernant, c'est un moyen d'expression essentiel. C'est ce qui, moi, me permettait d'aller vers les autres, en fait. Je pense que, par exemple, mon hypersensibilité auditive et visuelle me permet d'enrichir les choses aussi. Ma vision du monde qui est un petit peu légèrement différente, on va dire. Après 5 ans d'études aux Beaux-Arts, aujourd'hui, elle essaie d'exposer. Le dessin, sûrement la clé de voûte de la vie de Cléa, un moyen de mettre en forme les angoisses qui composent sa vie. Ça se traduit justement par des difficultés à comprendre des fois le second degré ou l'implicite, les choses un petit peu cachées, enfin tout ce qui n'est pas apparent. Puis à ça, c'est ajouter les difficultés quotidiennes à simplement gérer le logement, le budget. Après des années à vivre avec cette incompréhension, Cléa entame des recherches personnelles. À 23 ans, un nom est enfin posé sur son mal-être, le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. J'ai cherché avant un peu à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, justement ces difficultés-là, les angoisses, ce genre de choses. Mais je n'ai pas trouvé d'interlocuteur capable de me répondre sur ce point vraiment clairement, à part dépression. Quand elle nous a expliqué ce qui avait été posé pour elle, à savoir qu'elle était Asperger, moi je me suis rendu compte que mon père, de toute façon, était quelqu'un comme ça. Cléa m'a toujours paru un peu comme mon père, assez singulière, mais pas handicapée, ni vraiment différente des autres, enfin, juste avec cette singularité. Une singularité qu'elle apprivoise à travers la thérapie comportementale et ses dessins. Un art rempli d'animalité, le louet s'amuse, il attend bienveillant au pied de son bureau. Alors Armand Urien, vous, si vous êtes aussi très engagé dans votre association, c'est parce que votre fils a ce syndrome d'Asperger. Vous reconnaissez des similitudes de comportement avec Cléa? Tout à fait. Je retrouve aussi ce côté tardif du diagnostic. C'est vrai que ça a été très difficile de trouver le pourquoi de comportements singuliers. Et, vous l'avez découvert assez tard? On a découvert, nous, assez tard. Mon fils a été diagnostiqué, il avait 19 ans, après le bac. Hein. Et c'est vrai qu'on avait remarqué les comportements singuliers. Il continue d'ailleurs une scolarité universitaire tout à fait normale. Il est en master d'histoire, ça se passe très bien. Mais bon, c'est vrai que pour nous, comme pour lui, je pense que ça a été quelque chose de, je ne vais pas dire de libératoire, de savoir, de pouvoir mettre un mot sur les difficultés de comportement, parce que jusque-là, honnêtement, le corps médical était incapable de nous donner des réponses claires sur qu'est-ce que c'était, quoi. Et c'est une des difficultés qu'on peut avoir, je pense, actuellement en France, c'est de pouvoir avoir un diagnostic qui puisse être fait de manière précoce, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un diagnostic qui puisse être porté aussi, parce que actuellement, on manque
clairement et nettement de professionnels pour pouvoir poser des diagnostics. Ici, sur la région brestoise, c'est 12 mois, souvent, avant d'avoir un rendez-vous au centre de ressources de l'autisme pour pouvoir avoir ensuite un diagnostic. Donc c'est très long. Imaginez la difficulté, la souffrance à la fois des personnes avec autisme, mais aussi de leurs familles qui vivent au quotidien tout ça. Et c'est vrai que actuellement, c'est sans doute un des enjeux principaux des plans autisme, c'est ce diagnostic qui doit être fait de manière précoce et qui doit être fait dans un temps qui soit un temps raisonnable. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Alors, la maman de Cléa, dans le reportage, on entend parler de son père à elle qui avait visiblement les mêmes symptômes que Cléa. Est-ce qu'avec l'autisme, on parle de génétique, d'hérédité ? Oui, l'autisme a une étiologie multifactorielle et les généticiens ont identifié des morceaux de gènes impliqués dans l'autisme. Il y a aussi des sources neurophysiologiques et environnementales, c'est-à-dire des événements particuliers qui ont pu se passer au niveau pré-, péri- ou post-natal. Donc ça veut dire que la fameuse étiologie psychanalytique, que l'autisme viendrait de mauvaises relations entre la maman et le bébé. Alors ça, dans les idées reçues, c'est terrible. Ce n'est pas de la faute des parents. Ça, il y a bien une chose à rappeler. Il faut oublier ça aussi. Il faut oublier ça. On est ridicule au niveau international d'avancer encore des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est clair, c'est la génétique, c'est la neurophysio. Avec l'IRM fonctionnel, on a enregistré que les aires cérébrales ne fonctionnent pas exactement comme chez les enfants typiques. Donc on a des raisons biologiques maintenant à l'origine de l'autisme. Alors, pour connaître un petit peu les symptômes de l'autisme et les diagnostiquer tôt, on est vraiment sur l'apparition tardive du langage. Est-ce que c'est un des symptômes phares sur les autistes sévères, oui. Sur les autistes de type Asperger ou de haut niveau, on a une apparition de langage qui se fait, je parle sous contrôle de Pascal Planche, à l'âge normal pour les Asperger et un petit peu plus tard sur les autistes de haut niveau. Ouais. Oui, parce qu'il y a une catégorie d'autisme qu'on appelle aussi les autistes de haut niveau. Ce sont des autistes qui ont d'abord été identifiés comme des autistes classiques, typiques, quand ils étaient très jeunes, avant 3 ans, et le langage émerge autour de 4-5 ans. Il y a aussi un accord international là-dessus. 4-5 ans, probablement en lien avec la maturation de certaines aires cérébrales qui contrôlent le langage. À partir du moment où le langage émerge, il va tirer vers le haut l'ensemble des aptitudes. Et il se produit là une avancée aussi au niveau cognitif, quelque chose qui se produit dans cette population de personnes avec autisme qui se produit dans aucune autre population. C'est-à-dire qu'on peut avoir un retard mental transitoire. Et ça, c'est important à savoir et c'est important pour les soignants de savoir qu'il y a ce moment clé autour de 4-5 ans où beaucoup de choses peuvent se passer, se déclencher. Alors, et il y a aussi des autistes non-verbaux et qui ont un retard mental important. Les jeunes autistes peuvent avoir une scolarité normale avec une auxiliaire de vie. Qu'est-ce qui se passe après quand ils sont adultes et pour les autistes vieillissants? Je vais rectifier, ce n'est pas des auxiliaires de vie, ce sont des AVS qu'on appelle ça. Auxiliaires de vie scolaire, c'est important, parce qu'une auxiliaire de vie, ils sont là toute la journée. Ils accompagnent à l'école. Alors le problème des AVS, parce que c'est le jargon officiel, c'est qu'il y a ce manque de formation qui est évident. Et c'est justement le pourquoi nous avons essayé d'organiser ces journées de l'autisme, c'est pour faire en sorte que les professionnels du monde enseignant, les professionnels du monde éducatif, du monde médico-social, aient un minimum d'informations. 90% des personnels de l'éducation nationale, des personnels des médico-sociaux, des personnels éducatifs ne savent pas ce que sont les syndromes autistiques. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand manque là-dessus et voilà le pourquoi finalement des journées de l'autisme à Saint-Martin. Puisqu'on parle de ces journées de l'autisme à Saint-Martin-des-Champs, justement, il y en a certaines donc pour les professionnels, d'autres ouvertes au grand public. S'il y a 1 ou 2 rendez-vous à noter pour le grand public à ne pas manquer. Pour le grand public, on a 2 rendez-vous. On a un rendez-vous avec Sophie Robert jeudi soir. Sophie Robert donc qui va présenter un film documentaire qui s'appelle Quelque chose en plus. Un film qui a été cofinancé par la Haute Autorité de Santé. C'est un film qui veut montrer
comment on met en place des méthodes comportementales et cognitives dans 2 IME pilotes d'Île-de-France. Hein. C'est la fameuse méthode ABA, qui est une méthode d'origine américaine, et pour montrer là aussi comment ça peut être mis en place, et puis pour arrêter de faire croire que ces méthodes-là sont des méthodes, comment je veux dire, violentes. On a beaucoup entendu parler, justement, chez les adversaires des techniques comportementales et cognitives, de cette méthode-là, de manière extrêmement négative. Je pense qu'il faut raison garder là-dessus, et puis voir justement ce qui est intéressant dans cette méthode-là. Une toute petite question, Christophe, pour conclure sur le sujet de l'autisme. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Votre fils, vous l'avez donc détecté à 19 ans, c'est ça, les troubles, vous les avez détectés à 19 ans, mais la grosse question, c'est avant, entre ces 2 temps, comment est-ce qu'on fait pour réussir vraiment à détecter les troubles autistiques? On a un certain nombre de signes d'alerte qui sont, on parlait tout à l'heure du langage par exemple. Moi je me suis rendu compte que dans l'enfance de mon fils, il avait un langage qui était très élaboré, très très jeune, qu'il avait aussi des côtés répétitifs dans le langage, qu'il utilisait un certain nombre de choses qu'il pouvait voir à la télévision par exemple, et de reprendre toujours à bon escient, mais dans une conversation banale, un extrait d'un dessin animé qu'il avait pu écouter ou d'un film qu'il avait regardé. Là on s'est dit, tiens, il y a des choses un petit peu... Il y a des équipes qui sont là pour ça, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au centre de ressources autisme. Il y en a un par région aujourd'hui, 26 en France, et dans les départements d'outre-mer, il y a là des équipes professionnelles pluridisciplinaires qui ont des outils, qui vont recevoir l'enfant. Il va y avoir une réunion de synthèse. De toute façon, on retrouve beaucoup d'informations. Je suis obligée de vous couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais tout le programme sur www.asperanza.org, le site de l'association, vraiment à la fois pour les journées de l'autisme et puis pour beaucoup d'informations intéressantes aussi. Merci à vous deux. Tout de suite, on passe à l'instant écho. Et cette semaine, Christophe, vous nous parlez donc des franchises. Oui, en effet, Pauline, la semaine dernière se déroulait à Brest le salon de la création et de la reprise d'entreprise. Une cinquantaine de stands y étaient présents et parmi eux, celui de la franchise. Dans un contexte économique tendu, la franchise permet à des créateurs d'entreprises de devenir leur propre patron. Le principe est très simple. Vous vous appuyez sur une marque déjà existante pour lancer une activité et les secteurs sont nombreux. La restauration rapide ou plus classique, on connaît les grandes chaînes, la réparation automobile, les parfumeries, les enseignes d'électroménager, le vestimentaire, le bâtiment ou encore les services et notamment ceux d'aide à la personne. Alors c'est quoi l'intérêt d'être franchisé, Christophe? Alors l'intérêt quand on lance une entreprise, c'est de ne pas partir seul. Vous ne vous lancez pas seul dans l'aventure, vous bénéficiez déjà d'une marque qui, elle, a généralement un rayonnement, bien souvent national, donc ce qui veut dire qu'il y a potentiellement déjà des clients qui connaissent cette marque. Ensuite, vous bénéficiez de toutes les infrastructures de l'enseigne, d'un appui logistique, de support de communication et bien sûr des produits et services de la marque. Et pour bénéficier de tout cela, le franchisé s'acquitte d'un droit d'entrée et de plusieurs dizaines de milliers, qui est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le chiffre varie en fait en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, du franchiseur et de sa notoriété. Et vous allez voir, j'ai rencontré au Quartz vendredi dernier Rose-Marie Moins, responsable formation et promotion à la Fédération française de la franchise, et elle nous parle justement de cette question des droits d'entrée. On l'écoute tout de suite. Cette rétribution, elle est sous forme d'un droit d'entrée, donc un droit d'accès au réseau, un droit d'accès à la marque, un droit d'accès au savoir-faire, à la formation initiale, à une zone géographique exclusive. Voilà ce que paye le droit d'entrée. Et puis après, une fois que le franchisé est en activité, il devra s'acquitter de redevances directes ou de royalties, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de son chiffre d'affaires qui va repartir vers la tête de réseau. Et cet argent est nécessaire au franchiseur pour faire fonctionner son réseau et pour lui développer les services auxquels le franchisé a droit. Le franchiseur est, je dirais, de manière quasi permanente à vos côtés, tout simplement pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires parce qu'il y va de son intérêt aussi. Donc on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant et de ce fait-là, parce que la concurrence, parce que le marché est difficile, les gens ont plus tendance à se tourner vers les réseaux de marques que de partir de zéro. Alors c'est gagnant-gagnant, mais c'est aussi sans risque du coup? Alors non, ce serait trop facile. Hein. En plus des investissements financiers et du reversement d'un pourcentage du chiffre d'affaires, le nouveau franchisé est un entrepreneur comme tous les autres, sauf qu'il est tenu de suivre aussi un cahier des charges très strict, celui du franchiseur. Justement, on parlait tout à l'heure de communication, de disposition du magasin, de qualité des produits. Le franchisé ne peut pas faire n'importe quoi et il doit assurer aussi la bonne marche de l'entreprise, car en cas de défaillance, il déposera le bilan
bilan comme n'importe quelle autre société. Alors qui devient franchisé ? Alors le profil du franchisé est assez difficile à brosser, cependant on trouve régulièrement d'anciens cadres d'entreprise qui après 10 ou 15 ans d'activité veulent devenir leur propre patron et avoir une autre vie et qui ont un peu d'argent de côté, car généralement la première année il est assez difficile pour les franchisés de se verser un salaire, donc en plus de la mise de départ, il faut aussi assurer son quotidien. Et alors ça marche, ça fonctionne la franchise ? Eh ben oui, puisqu'en 10 ans, le nombre de franchisés a été multiplié par 2, passant de 34 000 à 68 000 franchisés. Et le nombre de franchiseurs, c'est-à-dire les enseignes qui autorisent des clients à prendre leur image et à vendre leurs produits, lui est passé de 760 à 1800 aussi en 10 ans. De belles franchises ont vu le jour en Bretagne. Pour ne parler que des plus prestigieuses, citons la chaîne d'hôtels B&B, dont le siège social est à Brest. En France, c'est plus de 20 000 chambres et 250 hôtels. Il y a aussi l'enseigne Yves Rocher ou encore la Brioche Dorée créée par Louis Leduf, originaire de Plouescat. Aujourd'hui, c'est plus de 500 restaurants à travers le monde et 300 000 clients servis chaque jour. Et juste en un mot, concernant la pérennité des entreprises, 5 ans après leur création, une entreprise classique sur 2 est encore en activité. Pour les franchises, on arrive tout de même à 4 sur 5 au bout de la même période. Merci beaucoup. Christophe, merci à vous d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.